chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette séance, pour cette présentation de livre de notre grand poète ukrainien, Oleksandr Korotko. J'étais très heureux moi-même et je pense que mon ami Nicole Laurent-Catris avait aussi pris un grand plaisir à traduire cette personnalité unique quand même à mon avis dans le paysage littéraire ukrainien, qui est évidemment poète mais qui est aussi prosateur, homme de théâtre et qui a également beaucoup travaillé pour le rayonnement de la culture ukrainienne, qui a commencé sa carrière d'abord dans la médecine, puis était même vice-ministre de la Santé d'Ukraine, membre du Parlement crimée, et ces derniers temps, il s'est consacré à la poésie, aux lettres, et justement nous sommes heureux de voir le renouveau de sa création littéraire ces dernières années, parce que ces livres ont déjà rencontré un grand succès aux États-Unis, en Israël et maintenant en France. L'année dernière, nous avons eu un grand plaisir de primer M. Korotko à l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres à Paris, donc le 26 janvier, à l'occasion de la remise des prix L'amour de la liberté, qui était un concours international de la poésie lancé par l'Académie européenne, et nous avons reçu plus de 450 textes poétiques autour de ce thème. Et justement, l'un des lauréats était M. Korotko. M. Korotko a également été élu à cette occasion membre de l'Académie européenne. Et maintenant, enthousiasmé par cette récompense importante, il continue son cheminement européen, son parcours européen. Il vient de recevoir le prix Mihai Eminescu de l'Académie internationale Mihai Eminescu en Roumanie pour son recueil de nouvelles et également pour son roman Garçon de lune, qui vient d'être publié en russe et en ukrainien et qui vient de remporter en Ukraine un prix très important pour les écrivains russophones, le prix Maximilian Voloshin. Et le témoignage de cette prochaine gloire, c'est ce petit livre, mais très important, qui est une sorte de choix, un choix de poème, La Grenouille Rouge. Donc nous avons eu la chance et le plaisir de publier dans la série Poètes des 5 continents aux éditions de l'Harmattan, ensemble avec Nicole Laurent-Catris. Nicole Laurent-Catris a fait énormément pour les rayonnements des cultures différentes en langue française. Elle a traduit des poètes aussi divers que des poètes hongrois, des poètes lituaniens, des poètes irlandais, évidemment des poètes de langue espagnole, parce que c'est même une spécialiste de langue espagnole, et ses recueils à elle ont aussi été publiés en espagnol, et c'est vraiment donc pour nous une grande joie qu'elle a consenti à travailler aussi ensemble avec nous sur ce livre que nous espérons pourrait vous plaire et parler à vos cœurs. Merci beaucoup. Bonsoir. Eh bien, avant d'entendre notre poète ici présent, je voudrais nous dire 2 mots sur le livre qui vient d'être publié donc à l'Harmattan, grâce à la traduction de Dmytro Chistiak, infatigable passeur de poésie dans toutes les langues et dans tous les pays. Oh, quand même. C'est la première fois que Oleksandr Korotko est traduit en français, n'est-ce pas? Et nous pouvons saluer ce recueil, La Grenouille Rouge. Ce titre étrange m'a beaucoup intriguée et j'ai appris depuis que la grenouille rouge est toute petite, mais venimeuse et même parfois mortelle.
C'est toujours difficile d'aborder d'emblée un recueil de poèmes, en plus si c'est un auteur étranger. Car outre que la mentalité peut nous sembler éloignée, la traduction met à la fois une barrière et un passage de l'une à l'autre langue. En effet, nous n'avons pas les mêmes références historiques, symboliques, littéraires. D'autre part, une traduction, aussi bonne soit-elle, laisse tomber des richesses de l'original, des nuances de vocabulaire dues à la place d'un mot, du rythme, les allitérations, les références implicites, la polysémie et que sais-je encore. Et pourtant, je maintiens qu'il faut traduire la poésie envers et contre tout, contre les difficultés, contre les risques de trahison, contre les défaitistes. Une traduction n'est jamais parfaite, n'est-ce pas? Tu le sais aussi bien que moi. Jamais terminée, mais elle a le mérite d'exister et d'ouvrir une brèche dans l'incompréhension qui ferait mur entre les hommes. Et nous devons à Dmytro Chistiak de nous entrouvrir les portes de la littérature ukrainienne. Oleksandr Korotko est ukrainien, il vit à Kiev, qui est le berceau de ce qui est devenu la Russie. Oleksandr Korotko écrit en russe comme toute une frange d'Ukrainiens. Et pourtant, il est parfaitement ukrainien, ayant même été, comme l'a dit Dmytro, vice-ministre de la Santé. Sa poésie n'est pas intimiste à la manière de la poésie française, même si parfois des notes plus personnelles émaillent son propos. Par exemple, il dit, page 15, « Je voudrais voir ma fille, mais entre nous se dresse l'océan ». C'est surtout une poésie cosmique, où entrent en lice les étoiles, la lune, le soleil, le ciel et la terre, le temps, le jour et la nuit, les saisons et les orages. Le plus souvent, ces poèmes sont métaphysiques, interrogeant l'homme, le cœur de l'homme. Non le cœur sentimental, mais le cœur-esprit. Il dit « tu » dans beaucoup de ses poèmes. Est-ce à lui-même? Est-ce à un ami? Est-ce à une femme? Chacun de nous peut prendre ce « tu » pour lui. Il n'a pas peur de convoquer Dieu, Moïse, Noé, des figures bibliques, les anges aussi. Mais pas seulement la culture biblique aussi, c'est Monet au musée d'Orsay, c'est Stravinsky, Fellini ou Gogol. Gogol, bien sûr, immense poète ukrainien, et immense romancier, oui, et poète ukrainien. La poésie de Oleksandr Korotko est une poésie grave, pour ne pas dire désespérée. Il scrute le regard flamboyant du vide. Parfois survient une lumière. Les images très étranges ont peut-être été influencées par le surréalisme, ça il faudra lui demander. Moi je me contente de vous dire ce que j'ai vu dans ces poèmes. Nous allons laisser la parole à l'auteur, et puis si on a un peu de temps, on pourrait lui poser des questions. Ah oui. Merci beaucoup Nicole, et justement on aimerait entendre notre poète, mais avant d'entendre ses poèmes, moi je propose que l'on écoute un peu son petit discours qu'il a préparé, n'est-ce pas, pour justement faire une synthèse en quelques phrases de ce qui est pour lui l'aventure poétique, en général l'aventure littéraire, et l'œuvre de création. Прежде всего хочу поблагодарить предоставленную возможность пообщаться, прочитать свои стихи и увидеть реакцию присутствующих. Для меня это большая честь. Tout d'abord, je voudrais remercier de tout cœur pour cette occasion de venir parmi vous, de lire mes poèmes, de voir votre réaction. Tout cela m'est très cher. Прежде чем прочитать несколько текстов из книжки, переведенной Николь и Дмитрием, хотел бы сказать несколько слов о поэзии, как я ее вижу, как я ее воспринимаю.
как я пишу. Alors, avant de lire peut-être quelques poèmes du recueil que nous venons de traduire en français, j'aimerais vous peut-être dire quelques mots à propos de ce qu'est pour moi la création poétique. Я не думаю, что, находясь в Париже, можно сказать что-то новое и удивительное. Для меня уже все сказано и сделано. Je ne crois pas que, arrivé à Paris, je vais vous dire quelque chose qui va vous ouvrir, faire une découverte ici, parce que quand même, à Paris, tout a déjà été dit. Чем для меня является поэзия? Это прежде всего работа сердца и души. Pour moi, la poésie, tout d'abord, c'est le travail de l'âme et du cœur. Я глубоко убежден, что поэзия ничему не учит. Поэзия ни к чему не призывает. Je suis profondément convaincu que la poésie ne sert pas à vous donner des leçons, que la poésie ne sert pas à faire à imposer à quelqu'un des engagements. Но поэзия позволяет нам прикоснуться к вечности. Et la poésie, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'elle nous donne l'occasion de nous mettre en contact avec l'éternel. Поэзия для меня начинается там, где заканчивается философия. La poésie, pour moi, commence là où se termine la philosophie. Потому что это прежде всего область интуитивного, это прежде всего область подсознательного. Parce que tout d'abord, la poésie, quand même, c'est le domaine de l'intuition et de l'inconscient. Поэзия – это очень интимная вещь. La poésie, évidemment, est un phénomène très intime. Это прежде всего диалог поэта с душой читателя. C'est aussi un dialogue entre l'âme d'un poète et l'âme d'un lecteur. Поэзия делает не только поэта, но и читателя очень одиноким. La poésie rend le poète, mais aussi le lecteur, très seul. Это то великое одиночество, где мы себя чувствуем людьми. Et dans cette solitude créatrice, on se retrouve tel que nous sommes, les humains. Я считаю, что само по себе творчество и поэзия – это, конечно, божественное прикосновение, это дар. J'estime que la poésie, évidemment, c'est un don qui est un don divin. Этому невозможно научиться. Alors on ne peut pas apprendre le don divin. Но мы можем развить то, что в нас заложено. И это большой путь. Mais on pourrait faire évoluer ce que nous avons en nous, le développer. Но есть один очень маленький секрет к божественному дару, к таланту писать, творить. Надо иметь еще дар к трудолюбию, к самоорганизации. Без этого все очень быстро заканчивается, и случайное всегда заканчивается случайно. Mais évidemment, le don divin, ce n'est pas assez, parce que il faudrait travailler beaucoup pour que la poésie ne soit pas quelque chose d'occasionnel, pour qu'elle devienne un processus aussi long que notre vie. Формула очень простая. Трудился, нашел, верю. La formule est très simple. Tu as travaillé, tu as appris des choses et tu crois. Не трудился, нашел, не верю. Si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas trouvé quoi que ce soit, tu n'auras pas la croyance. Для меня поэзия
должна носить прежде всего духовную выразительность. Moi, la poésie, tout d'abord, c'est un phénomène spirituel. И для этого надо обладать не только большой жизненной силой, жизненной энергией, но и духовной силой. И это прежде всего. Pour ça, disons, il ne suffit pas d'avoir une énergie physique, mais il faut avoir une grande énergie spirituelle. И в завершение, поэзия, прежде чем начать писать стихотворение, я должен услышать музыку. Должен появиться, она должна быть, я должен услышать ритмический ряд. И после ритмического ряда, если я слышу музыкальный рисунок, я приступаю к написанию. Et avant d'écrire, il me faut toujours sentir la musique, sentir, disons, la structure rythmique qui se met en place avant la création poétique. Si cette structure rythmique n'apparaît pas, je ne pourrai pas créer. Сердце, смеющееся на всех языках мира, не хочет молчать и стучит, и бьется, как рыба об лед, и злится, и прыгает на одном месте красной лягушкой на жаркой перине предчувствий земных, закованное цепью слепого одиночества. Оно ждет исполнения приговора и мечтает услышать доадамовскую тишину в ее первозданном виде, когда нет рядом ни молота сердцебиений, ни наковальни прожитых лет. Люди, выведите меня на свет, дайте увидеть хоть одним глазом непредсказуемую и отчаянную, полную страхов и сомнений жизнь. И я вернусь, я обязательно вернусь и возобновлю ход часовых стрелок, дней и ночей под пристальным взглядом сердечных мук. Не спрашивайте, чья это боль, ходит вокруг да около, дразнит и задирается, и обретает меня для себя. Нет, это не у меня болит, просто красным восстанием по венам моей памяти идут толпы обезумевших рабочих воспоминаний. И я жду, когда придут за мной, ведь в нашей истории так было уже не раз. Alors c'est le poème qui a donné le titre au livre La grenouille rouge du cœur. Ce cœur qui rit de la même façon dans toutes les langues du monde ne veut plus se taire. Il se bat comme un poisson sous la glace, furieux. Il saute telle une grenouille rouge sur son lit de pressentiments terrestres, enchaîné par une solitude aveugle. Il attend que l'on mette cet arrêt à exécution et qu'il puisse discerner le silence d'avant Adam dans son être originel, sans entendre le marteau de ses battements sur l'enclume des jours vécus. Homme, emmenez-moi vers la lumière, laissez-moi voir ne serait-ce que d'un œil cette vie effrayante et douteuse, imprévisible et désespérée. Je reviendrai sans faute, je rétablirai les aiguilles de cette horloge, de ces jours, de ces nuits, sous le regard attentif des peines de mon cœur. Ne me demandez pas à qui appartient cette douleur qui rôde autour de moi, qui me taquine et se reconnaît à travers moi. Non, ce n'est plus moi qui ai mal, ce sont les foules des souvenirs prolétaires qui se révoltent dans les veines de ma mémoire. Et je guette l'instant où ils m'arrêteront comme tant d'autres au cours de notre histoire. По светлому пути непознанных дорог, не предвещавших миру огорчений, вдоль тишины, которую берег для наших, слышишь, наших прегрешений, от всех обид, отгородясь стеной, касаясь пряди солнечных затмений, как перед Богом, перед тобой одной, склоняет голову мой сумасшедший гений. Вчитайся в ожидание минут, в ту инквизиторскую свору, которую с любовью изолгут не в эту
будущую пору, смешинками лукавого дождя взыграет сердце праздничной порою. Не забывай меня, и уходя на миг, как навсегда, читай молитву. Мы в этой жизни, словно в лодке Ноя. Какое ж имя дать происходящим дням? О, если б у меня спросили, я дал бы Моисей. Sur la route claire, sur les chemins à découvrir, qui ne devraient pas causer de soucis au monde, au fil du silence que tu gardais pour pécher, on était deux, m'entends-tu, barricadés par un mur contre les peines, pour effleurer les mèches des éclipses solaires, et mon génie aliéné courbait la tête devant toi comme devant Dieu. Lis cette veillée des instants, malgré cette meute d'inquisition qui mentirait un de ces jours futurs. Le cœur jouerait à l'heure de la fête, dans le rire des pluies narquoises. N'oublie pas, ne m'oublie pas, et en partant pour un moment comme si c'était pour toujours, prie, dans cette vie, nous naviguons dans l'arche de Noé. Si l'on me demandait quel autre nom donner aux jours qui viennent, je dirais Moïse. Plus humble. Oui, ah oui, ça, également. Ça, je ne l'ai pas dit. Je veux dire, de plus en plus, l'un des plus grands poètes européens, que j'ai eu aussi un énorme plaisir de traduire, de publier en langue ukrainienne, et nous venons de publier un nouveau recueil de ses poèmes, un choix de ses poèmes, Lumière dans la lumière, dans l'une des plus grandes maisons d'édition ukrainiennes, qui est aussi l'éditeur d'ailleurs de M. Korotko. Pourquoi vous ne retenez que de la Bible, que ce qui est noir, terrible? J'ai compris, merci. Vous comprenez? Mais c'est le commencement. Ah, laissez-le répondre. Hein. Tout d'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement pour votre question qui est très intéressante. Когда мы говорим о поэме Авраам и Ицхак, это речь идет о жертвоприношении. Quand on parle par exemple du poème Abraham et Isaac, évidemment on parle du sacrifice. На иврите это называется акеда. Акеда en hébreu. История человечества такого второго примера не знаю. Dans l'histoire de l'humanité, c'est le seul exemple d'un tel sacrifice, le sacrifice de son fils. Отвечать можно очень долго. Вы знаете, что есть основных 10 заповедей, которые Господь Бог сказал евреям на горе Синай, когда стояло 600 тысяч человек в возрасте от 20 и выше лет. Vous savez que sur le mont Sinaï, il y avait 10 commandements pour les personnes, 600 personnes qui attendaient. И акеда, жертвоприношение, это тоже было 10-е испытание Авраама, Господа Бога. Et pour Abraham, c'était la 10e épreuve, le sacrifice de son fils. Когда я читал, мы говорили о ритмическом рисунке, о музыкальном. Это кроме текста еще звучит определенная музыка. Может, она показалась вам трагической. История на самом деле непростая. Почему она трагическая вообще? Alors, quand vous parlez de Jérémie, par exemple, ceci n'est pas
n'est pas assez vrai parce que vous n'avez pas entendu jusqu'à la fin mon histoire, évidemment. C'est que le début du poème Abraham et Isaac. Il continue de plus loin, évidemment. Вера – это всегда радость, конечно. Parce que la foi, c'est toujours la joie. Любая вера. Но Chaque fois. эта история особенная и действительно трагическая. Mais il est vrai que cette histoire que j'étais en train d'écrire, de vous lire un passage, c'est quand même une histoire tragique. В чем ее трагизм? Où est le tragique dans cette histoire? В определенных источниках, которые каббалистических, которые называются для посвященных. Dans certaines sources de la Kabbale, Сказано, что Авраам, когда Сара, жена Исхака, которая родила Ицхака, 99 лет. Жена Авраама, извиняюсь. on dit que l'épouse de l'Abraham, quand elle a accouché à l'âge de 99 ans, И она узнала, что Авраам отправился принести в жертву Исхака. et qu'elle a su que Abraham devait aller sacrifier son fils, Но она не знала финала, когда они уже спускались, возвращаясь, и Господь Бог дал как его, огонь. là, d'accord. Mais à la fin, elle ne connaissait pas la fin de cette histoire. Parce qu'elle attendait, mais elle ne savait pas ce qui se passait. Elle ne savait pas qu'au lieu d'Isaac, il y aurait un agneau qui était là à côté. Сара ту же минуту, не зная, что Ицхак остался жив, умерла от разрыва сердца. Elle est morte au moment du sacrifice, au même moment. Это одна трагедия. Вторая трагедия. Авраам уходил опечаленным жутко. La deuxième tragédie, c'est que Abraham, il partait, mais il avait beaucoup de chagrin en partant. Потому что он считал, что он не выполнил волю Господа Бога. Parce qu'il croyait qu'il n'a pas tenu sa promesse qu'il a faite au Dieu. Это очень большая, сложная история, и я этим занимаюсь десятки лет. Можно говорить много, но вам спасибо за вопрос. Вера – это всегда свет. Вера – это свет. Свет – это энергия. Господь Бог посылает нам эту энергию в виде света. Мы живем, есть 5 миров. Вот на иврите мир, в котором мы живем, называется низший мир. У него есть конкретное название – Асия. Il faut dire que moi je travaille depuis des décennies avec ces textes sacrés. Et quand même, pour passer à la conclusion, je dois vous dire quand même pour moi, la foi c'est toujours finalement la clarté. Et dans la clarté, il y a évidemment beaucoup de différentes facettes, parce que quand on parle de l'étude du judaïsme, je peux dire que là, par exemple, nous vivons dans l'un des 5 mondes, le monde le plus bas. А почему он называется низшим? Потому что доминирует материальное, а духовное, а должно быть наоборот. Pourquoi il est le plus bas? Parce que c'est la matière qui nous guide partout et non pas le spirituel. Но эта тема уже отдельная. Mais c'est toute une longue discussion que je pense que pour la prochaine fois. Qui reviennent. La suite. I'm ready. I'm ready. Говорить надо, можно уже заставить. Voilà, vous pouvez discuter et puis en buvant un verre. Я начал подметать. Да. Люда, телефон у тебя, да? Le temps de boire un verre pour les gens qui